Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes, des sportifs et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Emmanuelle, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Je vais te laisser te présenter et présenter tes activités professionnelles et artistiques. Alors, donc, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 32 ans, je suis scénariste, diplômée de la FEMIS depuis l'année dernière, septembre dernier. Donc voilà, j'ai suivi le cursus initial en formation scénario. Et à côté, je suis adjointe de production à France Télévisions. Donc indirect, c'est un job alimentaire, mais c'est un petit peu plus que ça. Et c'est là où on s'est rencontrés, du coup. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment, déjà, est-ce que tu viens d'une famille de cinéphiles, de gens qui s'intéressent particulièrement au 7e art ? Pas tant. Pas tant que ça. On a une cinéphilie familiale plutôt tournée vers la comédie française. C'est des références qui nous servent pas mal à communiquer, à vrai dire. Et du coup, c'est plus à ça que j'ai été éduquée, à la comédie. Pas forcément la comédie ultra populaire, mais en tout cas des films plutôt tonalité plus légère. Donc non. Après, je dirais pas une cinéphilie d'auteur. Et j'ai par ailleurs aucun membre de ma famille qui travaille dans un milieu artistique. De près ou de loin. Voilà ce que j'allais dire, même sans dire cinéma, artistique tout court. Tout court, ouais. Je suis le spécimen unique pour l'instant. Parce qu'en plus, tu n'étais pas sur Paris, donc tu n'étais pas forcément proche d'un milieu en plus artistique développé. Non. En tout cas, moi je viens de Rouen, donc c'est une ville moyenne qui est quand même assez dotée culturellement. On a plusieurs théâtres, un opéra... des cinémas aussi, qui m'ont servi plus à mon adolescence à fonder ma cinéphilie à moi. Mais oui, c'est vrai que sur le papier, même si c'est un peu, marronnier de dire ça, mais oui, il n'y a pas grand-chose qui m'amenait vers ces disciplines-là artistiques à la base. Et est-ce que par contre, toi, enfant, tu avais un côté artistique prononcé ? Ouais, je crois que j'ai toujours... ça surprend personne que j'ai persévéré dans cette voie-là parce que depuis petite, j'ai un peu alterné entre différentes volontés de métier. Les premières dont je me souviens, c'était pas très artistique, mais c'était fermière le matin, infirmière l'après-midi. Et je me suis très vite revenue. J'avais 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça, au moment où on jouait avec les Playmobil en forme de vache, tout ça. Mais non, par contre, je me souviens, le truc le plus ancien et le plus lié aux arts en général, c'était quand j'étais en CE1, je voulais écrire des bandes dessinées. Et j'en avais d'ailleurs dessiné une, avec un talent relatif, même si j'ai un peu poursuivi après dans les études d'art plastique. Mais voilà, ça alternait quand même pas mal entre ce qui était de l'ordre de l'écriture et, on va dire, des arts plus visuels. De la mise en image, au final. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que l'écriture, quand même, sous différentes formes, a été présente assez tôt. Je vais pas dire non plus, j'écrivais pas des nouvelles à 8 ans, mais il y avait quand même l'envie d'aller un peu fouiller de ce côté-là. Je trouvais ça assez magique, en fait, l'idée des histoires, en fait, tout court. Et t'étais une enfant qui imaginait beaucoup d'histoires ? Je sais pas trop. Oui, je pense... on avait le premier film que j'ai tourné, je pense que je devais avoir 10 ans. On avait un vieux caméscope et un lapin, un vrai lapin, et des petits soldats. Non, c'était même pas des soldats, c'était des petites figurines d'Indiens. Et on avait fait une sorte de film avec mon frère qui était plus petit à l'époque, de film d'invasion un peu extraterrestre dans un village indien avec un gros lapin comme ça qui venait faire le fameux village indien de Normandie. Voilà. Donc c'était en tout cas il y avait il y avait de l'idée. Je suis jamais retombée sur ce film-là, je sais pas bien, mais on y avait mis du cœur, je me souviens, et c'était assez marrant, mais donc voilà, un peu.
Donc il y a quand même, ça a été un peu émaillé de volonté comme ça d'aller jouer avec ça. Mais pour moi, c'était un peu des jeux à cette époque aussi. Et je pense que c'est aussi des choses qui me fascinaient avec le cinéma que j'ai découvert un peu plus tard quand même. C'était le côté ludique. Ouais. C'est ce que j'avais demandé, à quel moment tu as compris que toi, t'aimais quand même particulièrement le cinéma par rapport à tes parents et les gens qui t'entouraient. Je pense que c'est plutôt à l'adolescence en fait où j'ai commencé à me rendre compte que c'était un métier. À l'occasion d'un salon du cinéma, on était tombé sur des stands, je me souviens avec ma mère, des stands d'école de cinéma, et notamment de la Féministe, dont j'ai gardé le flyer de présentation. Voilà, c'est un truc que j'avais récupéré quand j'avais 14 ans, et je m'étais dit, j'essaierai de faire ça quand je pourrai. Mais je savais pas bien ce que ça voulait dire, je savais pas bien ce que c'était scénariste, encore moins que réalisateur, ni ce que ça impliquait, mais j'ai d'abord eu la volonté de faire ça avant même de savoir concrètement ce que c'était. Et je pense que si on avait fait ce salon, c'était pas complètement étranger au fait que je commençais à m'intéresser au cinéma et à une autre type de cinéphilie. Je crois que c'est l'année où j'ai eu mon premier abonnement UGC. Il y a un UGC qui avait ouvert dans ma ville, qui remplaçait je sais plus ce que c'était, c'était pas un Gaumont, mais c'était quand même un cinéma qui diffusait plus des films. Quand même. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était je sais plus exactement ce que c'était, mais tout d'un coup, UGC est arrivé avec ses films en VO, une programmation un peu plus large, des films étrangers, pas juste américains. Et je me souviens que j'avais demandé cette carte UGC et j'ai habité le cinéma pendant tout l'été. Enfin, t'es partie en vacances et puis après, je pense que vraiment j'enchaînais 2-3 séances, j'allais vraiment tout voir. Et j'ai l'impression que c'était aussi mon espace à moi, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'était aussi justement c'était des films qui parfois n'intéressaient pas mes parents, mais qui m'intéressaient moi. J'avais l'impression de me créer un espace de découverte aussi. Bon, parfois ça leur parlait, hein, mais en tout cas, c'était quand même des moments un peu pour moi. C'est vrai que c'était très nouvelle vague, dit comme ça, avec Truffaut. Voilà, je connais mes classiques. Truffaut, Godard qui disait voilà pareil, mais en fait, je pense qu'il y a quand même c'est un espace où on est tout seul en fait aussi. Oui, tu y allais pas avec tes copines? Non. Moi j'ai très vite aimé aller au cinéma toute seule. Et du coup, c'était un moment où j'étais peinarde aussi. Non pas que j'avais des parents chiants, hein, mais juste c'était des moments pour moi. Et voilà, et puis du coup j'ai vu plein de trucs. Je pense que c'est l'époque de ma vie où j'ai été le plus cinéphile, plus qu'aujourd'hui encore. Bah oui, c'est 15 ans, 15-16 ans, je pense un peu toute la période de mon lycée. Et voilà, donc c'était pas forcément des films classiques que j'allais voir, j'avais eu de grosses carences quand je suis arrivée en prépa, après prépa cinéma. On nous avait donné une liste des 100 films qu'il fallait qu'on voie pendant l'été. Les fameux 100 films. Voilà, et là pour le coup, il y en avait presque aucun que j'avais vu, ou très peu. Donc en fait, c'était plus la cinéphilie que j'avais développée avec UGC, c'était plus d'aller voir tous les films qui sortaient sur le moment, pas forcément des films de répertoire que j'ai découvert un peu plus tard, plutôt par le biais de mes études supérieures et aussi parce qu'on y était poussé. Mais c'est vrai que quand on a 15 ans, d'aller voir des films des années 60, des années 50, on se dit pas que ça va nous parler. Donc c'est vrai que j'y suis venue un peu plus tard. Et voilà. Moi, je sais qu'il y a un piège où je suis en plein dedans en ce moment, c'est qu'en fait, quand tu as un accès facile et peu onéreux à un cinéma, t'as pas envie de regarder des vieux films sur un petit écran chez toi, quoi. Oui, et puis il y avait aussi ce truc pour les trouver, c'était pas évident. Là, on parle d'une époque lointaine. Tu vas te faire du mal. Non, mais de 2007, 2008, bon, il y avait déjà des streamings et tout, mais sur le streaming, on trouvait pas... sur le streaming illégal, pardon, mais on trouvait pas forcément des films anciens. Du coup, il fallait... j'arrivais à m'en faire prêter, j'avais des amis de mes parents qui avaient des DVD tech immenses, mais sinon, il y avait ce problème-là aussi de l'accès, en fait. Encore à Paris, la Cinémathèque rediffuse régulièrement ce genre de films. On avait quand même des cinémas d'art et essai qui faisaient de temps en temps des rétrospectives, mais
il y a quand même ce truc-là, il faut pouvoir y accéder. Et encore aujourd'hui, hein, je pense qu'il y a quand même, malgré toutes les plateformes qu'on a, ces films de répertoire, on les trouve pas nécessairement facilement. Complètement. Donc ouais, je sais plus trop comment je m'étais débrouillée, mais j'avais quand même réussi à en voir quelques-uns sur cette fameuse liste de 100 films à avoir vus pour faire des études de cinéma, parce qu'il y avait un peu ce prérequis, c'est-à-dire qu'on vient à la fois pour apprendre, en même temps, on est déjà censé avoir une culture... Oui, en fait, tes études de cinéma, ce qui est compliqué, c'est que t'es pas censé les faire pour rien ou pour découvrir. T'as un peu ce prérequis de cinéphilie absolue à avoir. Bah, un peu comme dans les études de littérature aussi, où on s'attend à ce qu'on ait lu les classiques, alors que finalement on vient aussi pour les découvrir. Je dis pas que c'est forcément comme ça, après c'est aussi un peu l'esprit prépa, même si c'était une prépa de province, donc avec beaucoup moins de pression que dans les prépas parisiennes. Mais il y avait des attentes, quoi. Et on s'attend, oui, à ce que... Peut-être, oui, après ça dépend des gens, hein, ça dépend aussi des cinéphilies familiales, mais globalement on était quand même beaucoup à pas avoir encore vu, à avoir découvert ces films-là plutôt au cours de nos études supérieures qu'à les avoir vus avant, quoi. Ce qui, j'imagine, est plutôt hyper rassurant quand même. Oui, carrément. Et j'ai fait, après ma prépa à Rouen, j'ai fait ma licence, une licence de cinéma et de lettres à Paris 3. Et il y avait un truc qui était assez cool, c'est qu'il y avait un ciné-club, un ciné-club, une sorte de petite cinémathèque dans la fac, où tous les midis, ils diffusaient un film. Et pour le coup, ils avaient une quantité astronomique de films, même des films très peu diffusés, très rares. Et donc, j'ai pu en voir aussi pas mal là, en fait. Ça, c'est chouette. Ouais, carrément. Du coup, on a un peu brûlé les étapes de parcours, mais donc là, quand t'es... Enfin, à quel moment tu choisis justement de faire cette prépa en province et pas la Fémis tout de suite en que fait, tu avais vu sur les tracts. Ouais, la Fémis, je savais que c'était... on pouvait y rentrer à Bac+2, révolu. Du coup, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose entre-temps. À la base, moi, j'avais candidaté. Je savais que je resterais sans doute dans ma région juste après le bac, parce que je me sentais pas trop encore de partir voler de mes propres ailes. Du coup, j'avais 2 souhaits, peut-être un peu plus, mais j'avais un BTS audiovisuel en images dans un lycée qui s'appelle le lycée Corneille à Rouen, qui est un bon lycée, et une prépa avec option cinéma. Pour moi, était non négociable. Et quand j'avais passé l'entretien pour le BTS, il se trouve qu'il y avait un prof qui était commun à ces 2 formations et qui m'avait dit, vu votre dossier, vous feriez mieux d'aller en prépa. Et puis, c'est vrai que ça correspondait assez bien au fait que de conserver ce côté pluridisciplinaire. Moi, ça m'allait bien parce que finalement, j'ai pas abandonné les lettres tout de suite, j'ai pas fait que du cinéma tout de suite. Et bon, et puis ça forme bien l'esprit aussi. J'avais jamais, je sais pas comment j'ai fait ça, rédigé une dissertation chez moi. Non, oui, avant ma prépa. J'avais toujours réussi à faire celle sur table, mais j'avais jamais vraiment... Si, je suis pas persuadée d'en avoir fait beaucoup au lycée non plus. Ouais, mais en tout cas, voilà. Donc, et puis, ce qui était pas mal, c'est que... clairement, le rythme, même si c'était une prépa de province, on était quand même bien pressurisé, mais on avait une option lourde en cinéma qui nous prenait, je crois, tout le mercredi après-midi. Ouais, 4 ou 5 heures, je crois. Et c'était très riche parce que toute l'année, on a eu des cours, on a eu des blocs d'histoire du cinéma, d'esthétique du cinéma, de photos. Après, on a tourné aussi. Enfin, en fait, en une année, même sur 5 heures par semaine, tout d'un coup, j'ai eu l'impression de repartir avec un bagage un peu culturel, mais aussi un peu académique, assez important. Et d'arriver à la fac un peu moins largué aussi, en fait. Donc voilà, mais en tout cas, quand j'ai été admise en Cagne, j'ai décidé de pas y rester parce que on était trop peu à continuer l'option cinéma et qu'en fait, si je continuais en Cagne, il y avait plus de cinéma. Et moi, je voulais pas faire le NS, donc ça m'intéressait plus. Donc t'as fait qu'une seule année. J'ai fait qu'une seule année et après, par le jeu des équivalences, j'ai pu rentrer en 2e année de licence de cinéma et de lettres modernes à Paris 3. Et quand tu l'as fait, cette prépa, tu sais qu'à terme, tu vas être scénariste ? Oui. Alors, je savais pas encore vraiment comment ça allait... ça restait assez pas obscur, mais assez abstrait pour moi. Mais en tout cas, je savais que j'avais envie d'écrire des films, d'en réaliser aussi. Je pense que l'envie de réalisation était aussi assez forte à ce moment-là.
Mais c'est vrai que moi, j'attendais aussi d'avoir Bac+2 pour pouvoir passer ce concours, qui était quand même mon objectif, mon objectif premier. Mais je pense qu'aujourd'hui, la FEMIS, c'est considéré comme la plus grande école pour le cinéma en France, je pense. Oui, alors c'est une école publique déjà, donc c'est quand même, ça fait une différence quand même avec pas mal d'écoles privées qui coûtent assez cher. Il y a aussi Louis Lumière, mais sur des filières plus techniques. Mais oui, après, c'est un moment un peu autocongratulation, c'est même dans le classement des 5 meilleures écoles du monde. Ah ouais, donc c'est cool. C'est quand même sympa. Mais il s'est passé du temps avant que finalement je réussisse à y rentrer. On va y venir. Et donc toi, quand t'es au lycée et que tu dis à tes parents, bah en fait, moi je crois que j'ai envie de faire du cinéma, eux qui étaient loin de ce milieu-là et qui n'ont jamais vu personne de leur famille dans un milieu artistique, c'était quoi la réaction que t'as eue ? Je crois que j'ai jamais eu de réaction négative. Mes parents ont fait des métiers qui les ont pas nécessairement passionnés toute leur vie. Ils travaillaient dans une banque et je pense que c'était important pour eux que moi comme mon frère, une trajectoire assez différente, mais qu'on fasse des choses qui nous plaisent. Donc je pense que ça a dû leur faire un peu peur quand même, parce que justement, un milieu assez éloigné de ce qu'on connaît. Y compris pour moi, hein. C'est-à-dire que moi je me jetais aussi dans un truc assez inconnu, mais non, ils ont toujours été d'un grand soutien pour moi dans cette démarche. Oui, parce qu'au final toi non plus tu connaissais pas et t'avais juste genre le luxe d'y croire, quoi. Exactement. J'y réfléchissais il y a pas très longtemps et je me suis dit que je me suis longtemps dit que c'était ça sans vraiment me poser la question de pourquoi. C'était juste un truc un peu évident. La question de pourquoi s'est posée plus tard, mais il y avait comme une sorte d'évidence, mais teintée mais une grande méconnaissance aussi de ce que ça voulait dire, des difficultés aussi propres à ce métier. Mais je pense que le fait d'y aller un peu avec mes petites œillères en me disant c'est ça, ça permettait aussi de croire qu'on pouvait avoir sa place dans un milieu qui reste assez... par certains aspects fermés, ou en tout cas qui peut sembler inaccessible. Donc, là où c'est beaucoup d'entre-soi, quoi. Ouais, donc c'est vrai que le fait de ne pas y penser, ça rendait les choses possibles. Et du coup, en étant donc en Normandie, est-ce que tu te dis je peux pas réussir en restant ici, il faut que j'aille à Paris ? Y a quelque chose de cet ordre-là, du fait des formations en fait. C'est-à-dire que s'il y avait une fac de cinéma dans ma région, peut-être que je me serais posé la question. Sauf que la fac qui proposait des cours de cinéma la plus proche, c'était Caen. Rouen-Caen, Rouen-Paris, finalement, c'est à peu près la même chose, au-delà des loyers, on va dire. Mais sinon, en termes de distance, c'est un peu la même chose. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller à Paris. C'est quand même là... que tout se passe un peu, même si je connaissais pas grand-chose à ce qui m'attendait, je savais quand même que c'était plutôt à cet endroit-là qu'il fallait être. Donc assez naturellement, du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études à Paris, quoi. Et donc là, au bout d'un an de prépa, donc t'as quoi, 19 ans, tu pars vraiment te dire, cette fois, je vais refaire mes études de cinéma, je vais à Paris et tu te dis que ça va marcher vite, tu imagines ça comment ? Je sais pas trop comment j'imagine ça. Je pars avec 2 de mes meilleures copines sous le bras. Sous le bras. On continue nos études ensemble à Paris. À ce moment-là, j'habite aussi avec mon compagnon directement. Donc en fait, je me sens aussi, j'embarque tout un tas de piliers pour moi. Donc tout d'un coup, je suis pas non plus projetée dans un endroit où je me sens... comme une petite chose perdue dans la ville. J'ai un peu mes repères. C'est rassurant. C'est complètement rassurant. Et puis je pense que j'ai pas envisagé la fac tout de suite à la sortie de mon bac parce que je me sentais pas hyper prête à cette grande autonomie de la fac. Je pense que le fait de pas être toute seule un peu dans cette... c'est pas la plus grande fac de Paris 3, mais c'est quand même... il y en a un peu de partout. Puis Paris, ça suffit à faire peur, en fait. Oui, c'est sûr. Donc le fait d'arriver aussi un peu en gang, ça m'a un peu enlevé une partie de stress. Et là, le plan à ce moment-là, c'est je fais 2 ans de fac et j'essaie d'entrer à la FEMIS après ? C'est ça. Je savais que je pouvais tenter la FEMIS à peu près à la moitié de ma 2e année.
Oui, parce qu'il fallait avoir 20 ans, 2 ans de master, enfin je sais plus, mais en tout cas il y a un prérequis d'avoir 20 ans. Oui, je crois. Alors, c'était peut-être les critères ont peut-être bougé, mais en tout cas, c'est bac plus 2. En tout cas, je l'ai tenté. Le concours s'ouvre en décembre. Donc, ouais, je l'ai tenté pour la première fois où j'ai pu. Donc, en fait, la fac, c'était juste pour attendre la FEMIS ou tu t'y concentrais quand même vraiment ? Non, il y avait cette idée que j'attendais de valider ma deuxième année de licence, mais je pense que ça m'a pas mal apporté en fait. C'était Paris 3, c'est assez théorique sur l'enseignement, mais en termes de culture cinématographique et littéraire aussi, parce que donc j'étais en bi-licence, ça m'a quand même pas mal plu. J'ai découvert plein d'auteurs, de réalisateurs que je connaissais pas. Je suis tombée sur pas mal de profs très pointus pour certains, mais hyper passionnés aussi par leur domaine de recherche. Parfois, je me souviens de cours sur Marguerite Duras, cinéma et réalisatrice et romancière, et c'était fascinant. Et je pense que j'aurais eu du mal à accéder à ce qu'elle a proposé sans être accompagnée, parce que c'est quand même hyper exigeant. Et donc, ouais, ça a été quand même 2 années qui ont été hyper riches, un peu frustrantes sur le fait que ce soit que de la théorie, mais je pense que j'en avais besoin. Enfin, ça m'a doucement amenée vers la pratique. Et aussi, je ne l'ai pas précisé, mais c'est petite particularité aussi, je voulais absolument être scénariste, mais je n'avais jamais essayé d'écrire un scénario. Ah, c'est original, ça. Voilà. Du coup, autant j'avais essayé d'écrire des nouvelles, des bandes dessinées quand j'avais 7 ans, autant je n'avais jamais écrit de scénario. Et tu te sentais quand même légitime à tenter un concours de scénariste, du coup ? En fait, je pensais que c'était aussi... je pensais pas que c'était aussi... qu'il y avait... Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais... je me disais justement qu'on était là-bas pour apprendre. Donc finalement, j'avais pas trop envisagé ça. Et oui, complètement. J'étais vraiment pas... je me posais pas la question, en fait, du tout. Parce que j'avais quand même cette fibre un peu littéraire qui est différente de l'écriture de scénario, évidemment. Mais je pense que, ouais, non, je n'y réfléchissais pas. Et là, donc, c'est une double licence, à la fois cinéma et lettres, c'est ça ? Ouais. C'est ça, moitié-moitié, c'est pas 2 licences complètes, c'est 50% de chaque. Ça, c'est hyper bien fait. Ouais, à Paris 3, c'est hyper bien pour ça, il y a plein de parcours différents, ça peut être cinéma, parcours théâtre, lettres, parcours langue, enfin... En fait, oui, je crois qu'ils ont éco-droit, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Après, on a la moitié des cours de chaque discipline. Je me souviens que nous, on était considérés comme des étudiants... qui n'était pas complètement cinéaste potentiellement en puissance, parce qu'on était qu'en moitié cinéma. Alors qu'on partageait nos cours avec des étudiants qui étaient en cinéma. Et il y avait comme une sorte de hiérarchie qui se faisait entre les vrais et les pas vrais. Donc nous, comme on était aussi en lettres, on n'était pas complètement... Mais il y a une sorte d'ultra égo là-dessus, de toute façon, dans les études sélectives. Mais dès ce moment-là, en tout cas. Et moi, je pense que le fait d'avoir ce côté un peu pluridisciplinaire, au contraire, moi, je trouve que ça nourrit aussi pas mal. Donc, Puis je pense qu'en fait, pour être scénariste, ta plume est largement influencée par le fait que tu aies fait des lettres, en fait. Ouais, oui, ou même les autres arts en général. Je pense que c'est important d'être un peu curieux. Je sais pas si je le suis assez de tout ce qui se passe, côté art contemporain, peinture. Enfin, c'est pas forcément des endroits que je connais très bien. Mais je pense que oui, il y a de toute façon de la richesse à être, à élargir un petit peu le champ, à pas juste penser au cinéma qu'à partir du cinéma. Donc voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas vraiment d'avis sur la question. C'est plus quelque chose que je constatais. Mais moi, ça m'allait très bien en fait. Et est-ce que tu te retrouves dans un espèce d'univers parisien ? Parce que j'ai l'impression que c'est quitte ou double quand on choisit de vivre de ces métiers-là. D'univers parisien où tu ne traînes plus qu'avec des gens qui ont le même rêve que toi ? Ou est-ce que ça va, c'est assez balancé et équilibré dans tes amis ? Je pense que ça s'est fait petit à petit parce que donc effectivement je suis arrivée avec 2 de mes meilleures amies à Paris dans nos études de cinéma. Elles se sont tournées vers autre chose petit à petit. Après, je suis arrivée en master, pour le coup, exclusivement cinéma à Paris 1, où là, on était tous un peu là pour la même chose. Puis après, avec la FEMIS aussi. Donc, ça s'est fait
pas à pas, en fait, d'être beaucoup entourée de gens qui voulaient faire la même chose que moi, ou moi la même chose qu'eux. Donc, je sais pas, je pense que ça dépend des moments, ça dépend de... Enfin, pour moi, en tout cas, des fois, j'ai plus de difficultés à être entourée de gens qui font la même chose que moi, si, voilà, moralement, je sens que ça rame et que je vois que ça avance pour certains et que moi, je suis un peu plus en peine, quoi. Mais bon, ça, je pense que c'est de l'autoprotection et c'est aussi parce que je suis un peu sauvage, quoi, et que des fois, j'ai juste besoin de me mettre dans ma bulle et du coup, j'ai un côté vraiment comme ça, où quand quelque chose me stresse, j'ai plus de facilité à couper avec tout et de me mettre dans ma bulle en me disant non, mais je ne pense pas du tout à ça. Et c'est vrai que d'être avec des gens autour de soi, où les conversations vont très vite, à parler de scénarios, de cinéma, des films qu'on a vus, des films qu'on n'a pas vus, des fois, moi, j'ai besoin de couper, de m'en protéger. Mais je pense que c'est très commun, de toute façon, au milieu artistique, c'est que comme tu as beaucoup d'appelés et peu d'élus et que tout le monde évolue pas au même rythme, des fois, c'est dur de se dire, je réussirai quand même, mais juste plus tard. Tu vois, tu dis juste, mais si ça se trouve, pour moi, ça va jamais marcher. Et c'est de suite hyper stressant. Oui, je pense que j'ai vraiment été beaucoup là-dedans, en raisonnant par la comparaison, en me fixant un peu des objectifs. C'est vrai que je repensais du coup à Xavier Dolan, par exemple. C'est vrai que c'était un des jeunes réalisateurs qui a commencé à émerger au moment, enfin, il a 2 ans de plus que moi. Du coup, c'est vrai que d'un coup, c'était un énorme vent de fraîcheur, mais aussi l'idée de se dire « Ah, mais c'est possible, en fait, de faire des films hyper jeunes ». Et je pense qu'on est pas mal aussi à s'être dit ça, qu'on avait envie de faire des films jeunes. Non, puis il y a aussi ce mythe un peu du génie, hein, le jeune génie, d'un coup, mec génial, et on a envie d'être un peu comme lui. Et puis, oui, après, il y a des raisons aussi, hein, pour lesquelles il y a des gens qui émergent comme ça, parce qu'ils ont la maturité nécessaire, parce qu'ils ont la niaque aussi, hein, de pouvoir se dire, mais moi, en fait, je m'en fous. Les films, je les ferai comme je veux, dans le circuit, pas dans le circuit. Lui, il n'a pas attendu, il y avait une vraie urgence dès ses 18 ans. Peut-être une urgence que j'avais pas, moi, à raconter comme ça. Tu as peut-être la possibilité de s'autoproduire à 18 ans aussi, hein. Ouais, après, je pense qu'il s'en est vraiment donné les moyens. Bon, je pense que j'avais pas autant d'économie que lui, parce que j'ai pas été enfant actrice quand j'étais jeune. Mais non, mais voilà, je pense qu'en tout cas, il y a aussi des raisons sur le papier. Je me disais, moi, c'est un chiffre. Il fait son premier film à tel âge. Donc ça devient une sorte de totem. Et puis les années passent, on se dit, ah bon, bah voilà, je ferai pas mon premier film avant 20 ans, clairement pas. Avant 25 ans, clairement pas. Avant 30 ans, non plus. Et puis petit à petit, on se dit, bon, bah non, mais l'essentiel, c'est aussi, ça prend du temps. Il y a aussi beaucoup de réalisateurs, hein, qui attendent 40, 45 ans pour pouvoir réaliser un long métrage. Ils n'ont pas rien fait entre-temps. Souvent, c'est des choses qu'on voit pas aussi, hein. C'est que toutes les expériences qu'on a entre-temps, ça nous prépare. Et puis, bah, ça teste le désir et puis oui, finalement, moi j'ai fini par remplacer cette espèce de course comme ça un peu vaine, juste une sorte de calendrier mental pour aller plus, c'est assez récent, hein, vers quelque chose où je me dis, moi j'ai avant tout besoin d'être bien là où je suis, et si je fais des choses qui me plaisent, à la limite, peu importe que ce soit un film qui sorte en salle, si je fais vraiment, j'écris des projets sur lesquels je m'épanouis, même si c'est confidentiel ou même si ça met 5 ans à être produit, bah, c'est pas grave parce qu'au moins j'aurais travaillé sur quelque chose qui me fait du bien. Puis je pense que pour se déculpabiliser, il faut aussi se dire... il faut aussi déconstruire, et ça, c'est ce qu'on voit pas quand on n'est pas dans le cinéma ou pas dans ces milieux-là. C'est qu'en fait... je vais partir d'une citation d'Orelsan qui est une des plus belles et une des pires en même temps, c'est quand il dit si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et je pense que quand t'écoutes des interviews de personnes qui ont réussi, t'as un peu ça de bah oui, mais moi quand j'étais petit, j'écrivais, je prenais la caméra. Oui, c'est bien mignon. Mais en fait, ce qu'il faut voir, et c'est la face cachée de l'iceberg que tu vois pas forcément quand t'es pas là-dedans, c'est que bah non, si tu veux faire un film, t'as pas juste besoin d'un truc qui filme, t'as besoin de 100 000 €, et bien plus que ça d'ailleurs. T'as besoin d'argent, t'as besoin d'une équipe technique, t'as besoin d'une expérience technique. Et ça, certains l'ont à 18 ans, mais c'est quand même plutôt rare, quoi. En soi, je suis pas complètement en désaccord avec lui, dans le sens où, effectivement, il y a des films qui se sont faits à l'iPhone, des films très bien, ou même le fameux film à $100, là, je me rappelle plus de son titre. C'était pas Paranormal Activity? C'était peut-être ça, ouais. En tout cas, il y avait autour de... Je sais plus si c'était le budget de Paranormal Activity, mais en tout cas, il y a eu cette promo qui a été faite autour d'un film qui coûtait rien. Je pense au projet Blair Witch aussi, des films qui n'ont pas coûté très cher.
et qui étaient à moitié des films d'étudiants, je crois, en plus. Donc c'est possible de le faire. Après, ça dépend aussi dans quel cadre on veut faire les films. Moi, je pense que j'ai aussi envie de faire les choses un peu, pas dans les règles, mais finalement de trouver quelqu'un qui m'accompagne sur mon projet, Je pense que aussi la féminisme m'a fait beaucoup plus réfléchir, intellectualiser certaines choses, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Peut-être qu'on y perd un petit peu en bonne impulsivité, mais le besoin aussi d'embarquer des gens dans les projets. Ça peut se passer au niveau du tournage aussi, mais clairement... puis je pense que c'est pas possible pour tous les films, c'est pas possible pour tout. C'est une démarche. C'est pas une démarche. Bon, moi, j'ai autoproduit des courts-métrages quand j'étais à la fac. C'est beaucoup d'énergie parce qu'on a un peu toutes les casquettes. C'est des projets que j'ai menés à leur terme, mais qu'après, j'ai pas trop fait le suivi sur les festivals. Ouais, tu les as pas défendus, forcément. Voilà, c'est ça. Il y avait cette espèce d'urgence à réunir une équipe, une urgence à faire aboutir le projet, et ensuite je pense à tout d'un coup un manque de confiance quand on se retrouve tout seul dans la post-production, parce que ça, la post-production, quand on autoproduit, c'est une tannée, parce que il faut... Mais en fait, c'est un vrai métier, la post-production. complètement, et puis voilà, puis je pense qu'aussi il y avait peut-être un manque d'exigence de ma part aussi. Enfin, il y avait une volonté de tourner vite, et peut-être que j'étais pas assez exigeante sur l'état du scénario au moment de tourner, et que des regards extérieurs, des regards de producteurs, ou quand il y a des enjeux financiers aussi, forcément, hein, on laisse moins passer de choses. Je sais pas si c'est un bon diagnostic du tout, mais en tout cas moi je salue vraiment les gens qui font des films en mode un peu guérilla comme Courtrage May, ils sont nés un peu comme ça, à se dire mais nous on veut faire des films, c'est peut-être pas selon le parcours classique, avec les financements, parce que ça prend un temps fou aussi de faire financer un court-métrage. Puis ça prend une énergie folle, parce qu'un producteur te dit rarement oui, même jamais oui tout de suite. En fait, il y a toujours des modifications, ou des non, ou juste pas de réponse. Je pense que tu as le temps de te demander 100 fois si tu es à ta place avant d'avoir un financement, quoi. Et puis aussi le temps parfois de perdre un peu ce qui faisait qu'on avait envie de faire le film vite. En retriturant le scénario dans tous les sens. Des fois, il y a une sorte d'élan comme ça qui se perd. Souvent pour le mieux, quand on tombe sur les bonnes personnes et qu'il faut écrire 26 versions d'un projet, finalement à la fin on se rend compte que la première version, elle avait peut-être un désir, mais elle n'était pas très aboutie. Mais oui, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et du coup, tu passes pour la première fois le concours de la Fémis finalement après ces 2 ans de fac. Alors on va dire c'est pas un concours classique comme on peut imaginer, une journée sur table et que le meilleur gagne. Est-ce que tu peux nous parler du concours de la Fémis ? Ah je peux. En fait on s'inscrit, on candidate, il faut s'inscrire pour participer au concours, je crois en décembre. On remplit un petit questionnaire, machin. Et une fois qu'on est inscrit, il y a la publication. On choisit déjà sa section dès le début. Donc moi, j'ai choisi scénario à l'époque aussi parce qu'on entendait beaucoup que c'était la section qui accouchait du plus de gens qui réalisaient, plus que la section réalisation. Ça, c'est dingue. Ouais. Et puis bon, il y avait un truc un peu logique pour moi aussi d'arriver dans le cinéma comme ça par l'écriture. Mais et puis je sais pas, peut-être quelques semaines plus tard, il y a trois mots qui tombent. Parce que la première partie du concours, c'est un dossier d'enquête. Ils sont assez flous sur ce qu'ils attendent. On sait que c'est un document de 15 pages de texte, 15 pages d'illustration, à partir d'un thème. Et après, c'est une sorte de dossier de recherche, un peu documentaire, mais assez libre, dans la forme comme dans le fond. Et alors moi, les thèmes, c'était l'attente, le jeu et la trace, je crois. L'attente, T-E-N-T-E L'attente, attendre, enfin le fait d'attendre. Ah, l'attente, ok. Ouais. Je crois que ça aurait pas été... j'ai beaucoup trop envie de partir au camping. Ah, pourquoi pas, d'un côté. Et voilà, du coup, moi, j'avais pris l'attente, j'avais fait un dossier sur les femmes de militaires, un peu une sorte de vision... une sorte du mythe d'Ulysse et Pénélope aujourd'hui, c'était au moment de la guerre en Afghanistan, voilà.
Le jour où on rend ce dossier, on a à peu près un mois pour le faire, 6 semaines. On va à Nanterre, on allait à Nanterre à ce moment-là, dans le grand amphi qui pouvait accueillir, je crois, 2000 personnes. On remettait notre dossier, on s'installait derrière une petite table et on faisait une analyse de film. On nous projetait une séquence 2 fois et on avait 2 heures pour faire une analyse de la séquence. Une séquence que tu n'as probablement jamais vue. Alors moi, je ne l'avais pas du tout vue. C'était une séquence de La Comtesse aux pieds nus de Joseph Mankiewicz. Ils te mettent jamais Harry Potter dans ces moments-là. Non. Ça leur est arrivé d'être un petit peu plus éclectique, je crois, dans le choix des films. Mais là, il se trouve que c'était un film que je connaissais pas du tout. Et voilà. Et donc ça, c'est la fin du premier tour. Je pourrais pas trop parler des autres parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas passé le premier tour. Et c'était un drame. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est la désillusion totale. C'était dramatique. T'avais envisagé que tu pouvais le rater ? Oui. Mais en même temps, je connaissais pas du tout les codes. Enfin, je me rendais pas compte. Par contre, ouais, quand je me suis retrouvée dans cet amphi, là, j'ai jamais trop eu d'image comme ça d'arriver à Paris et de se sentir perdue au milieu de la foule. Mais dans cet amphi où il y avait peut-être 1200 personnes, là, je perdais un peu mes moyens. Et en plus, il y a eu des problèmes techniques. Les sous-titres étaient diffusés sur le sol. Et du coup, moi, j'étais hyper stressée. Et en plus, il fallait attendre. Il y a bien eu, je pense, 45 minutes de retard sur le début de l'épreuve. Donc, le stress monte. Et en plus, voilà. Et à la fin, je sais pas si c'était à peu près un mois plus tard, 1 mois et demi plus tard. Je pense qu'à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, je fonçais, je réfléchissais pas. Et là, je me suis pris un mur. Et je me suis dit, bon, ok. Non, vraiment, j'étais un peu dévastée parce qu'à ce moment-là, je pensais aussi que la Fémis, c'était la seule façon de réussir à faire des films. Et t'as le droit de le passer autant de fois que tu veux, la Fémis ? Non. On a le droit de le passer 3 fois, maximum. Donc c'est encore pire, en fait. J'ai grillé une chance. J'ai grillé une chance dès le premier tour. Je me rappelle plus de mes notes, mais c'était pas. J'avais eu plus de la moyenne sur le dossier et sur l'analyse filmique, mais c'est un concours, ça n'a pas suffi, quoi. Et je savais pas du tout si c'était plutôt pas grand-chose, si j'aurais pu passer à pas grand-chose. On n'a pas de référence, en fait. Du coup, on se connaît juste nos notes brutes et on sait pas où il n'y a pas du tout de classement, de trucs comme ça, où on sait pas du tout si on l'a manqué de peu ou au contraire de beaucoup. Donc voilà. Et en fait, j'ai eu ce moment où vraiment de pas mal, où j'étais un peu désespérée. Et après, beaucoup de rage. De me dire, ouais, mais en fait... Ils ont pas compris mon génie. Non, c'est pas ça. C'est plutôt de dire, je vais leur montrer, en fait, que je vais y arriver quand même. Voilà. Et en fait, la Fémis m'a débloqué... le fait d'échouer à la Fémis m'a débloqué l'écriture, en fait. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire des scénarios. Je n'ai jamais vraiment eu de cours. Du coup, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai tenté, mais je me suis dit... Je vais transformer cet échec-là en un truc un peu rageux. Je n'ai pas besoin d'eux, en gros. J'adore. J'étais un peu plus badass à l'époque. Mais je me suis... Voilà, mais en fait, c'est vraiment dans la droite ligne du début. Enfin, c'est-à-dire, je réfléchis pas, je tombe sur un os et puis je me suis dit, en fait, non, je m'en fous. Et donc, ça, j'ai pas du tout réenvisagé de le repasser. Vraiment. Et j'ai évité cet endroit au maximum. J'ai fait des stages après en production. On me demandait d'aller chercher des disques durs en mode un peu coursier à la Fémis. Je me souviens que j'avais remis les pieds pour la première fois à cette occasion et j'avais pas du tout envie. Mais donc, en fait, tu le repasses pas du tout l'année d'après, quoi. Ah non. Il se passe combien de temps ? Ah non, mais je l'ai passé en tout et pour tout 2 fois. Il s'est passé 7 ans entre la première fois et la deuxième fois où je l'ai tenté. Ah ouais. Ah non, j'avais pas du tout cette info. Ah ouais, non, j'ai pas dû... Vraiment, je me disais, je veux plus en entendre parler. Mais vraiment, là, tu fais quoi ? Tu termines ton master à la fac ? En fait, du coup, je termine ma licence d'abord. Et ensuite, je décide que, parce que c'est très théorique Paris 3, que j'ai quand même envie de m'orienter vers la pratique. Et je candidate du coup à un master fléché pro, un master 1 fléché pro à Paris 1, donc c'est une sorte de master pro, mais dès la première année du master. Et je suis été admise, et donc en fait, j'ai fait mes 2 années de master pro à Paris 1. Pas grand-chose à voir avec Paris 3, déjà c'était un bâtiment beaucoup plus petit, dans le 15e, l'UFR
4, rue des Bergers, et donc beaucoup plus, enfin pas humain, parce que Paris 3 c'est pas inhumain du tout, mais c'est juste qu'au moins on recroise des visages, qu'on recroise régulièrement, puis j'étais dans une classe où on était 20, et on avait tous nos cours ensemble, donc tout d'un coup c'était quand même un peu plus à échelle humaine, et on avait des cours d'écriture de scénario, d'économie du cinéma, de production. C'était un master qui s'appelait scénario, réalisation, production. Donc, il y avait un peu l'ambition sur ces 2 années de nous donner des clés un peu dans ces 3 domaines. Parce que le directeur du master, donc Frédéric Socher, qui fait partie de l'ARP, donc c'est une société des auteurs, réalisateurs, producteurs de films, si je ne me trompe pas, qui avait cette idée qu'on doit, en tant que scénariste, être conscient des enjeux de réalisation, en tant que réalisateur, être conscient des enjeux de production, et en fait, un peu tout ça. Complètement. Qu'il y a une économie, l'économie du cinéma, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, pas forcément pour contraindre l'écriture, mais juste pour être réaliste, et il avait cette idée que de la contrainte naît la créativité. Voilà, ça, parfois, ça nous plaisait plus ou moins, mais en tout cas, j'ai pu tourner 2 fois, parce que chaque année, on écrivait tous un court-métrage, plutôt documentaire, c'est des films de commande, et moi, j'ai été sélectionnée les 2 années pour réaliser mon projet. Trop chouette. Donc voilà, donc c'était la première fois que j'avais une caméra, une équipe, et voilà, du coup, c'était hyper cool. Et donc voilà, donc j'ai fait ces 2 années-là. Et après, j'ai enquillé avec une année de recherche, de master recherche, parce qu'en parallèle, je faisais un stage, donc j'avais besoin d'une convention. Et puis finalement, je l'ai écrit, ce mémoire. C'était encore sur le cinéma, sur le féminisme et le cinéma dans les années 70. Donc, j'ai fait pas mal d'études. Et voilà, donc ça nous amène en 2014. Ok. Et là, donc, t'es diplômée et il se passe encore quelques années avant que tu tentes la Fémis. Oui, de toute façon, toujours à ce moment-là, j'avais pas l'envie de le repasser. Et donc, tu fais quoi ? Je travaille. Donc, j'ai fait un stage qui s'est transformé en 2 stages, plus une alternance, aux acquisitions de courts-métrages de France Télévisions. Donc, je travaillais pour les émissions Histoire courte et Libre court. Je participais à la sélection des projets sur scénario qui allaient être préachetés par la chaîne. Ça reste un guichet de financement aussi, puis en plus ça me permettait de faire la programmation des émissions. Et du coup tu lis plein de scénarios, donc par contre c'est hyper enrichissant. Ouais, beaucoup, ouais, c'est vrai que je saurais pas dire combien j'en ai lu en 2 ans, mais un bon petit paquet. C'est hyper agréable, puis moi le court-métrage, je trouve que c'est une forme qui est assez fascinante parce qu'elle est assez libre. Autant de l'animation, du documentaire, enfin c'est très très varié, mais oui, je passais mes journées à ça en fait, et je continuais à mener mes projets à côté, je continuais à écrire, mais je commençais à sentir un petit peu la frustration d'être de ce côté-là, et puis finalement mais j'espérais qu'on me garde en CDI ou en CDD. À l'échelle d'un petit service comme ça, le court-métrage, même si ça reste une mission, je sais pas si c'est une mission de service public, mais bon, c'est du cinéma, malgré tout, c'était pas trop envisageable. C'était une toute petite équipe et du coup, ils m'ont pas gardée. Et du coup, je me suis dit, mince, et après, j'ai été au chômage pendant plusieurs mois. J'en ai un peu profité quand même parce que pour savoir un petit peu ce que j'allais faire à ce moment-là. Oui, puis en fait c'est un faux chômage quand t'écris en parallèle. Oui, c'est vrai. Et puis j'avais quand même enquillé pas mal pendant plusieurs années sans trop m'arrêter. Donc je pense que j'avais besoin aussi de me poser un peu, de réfléchir à mes projets, de réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. Et puis du coup, j'ai un de mes amis à ce moment-là qui me dit... est-ce que tu voudrais pas qu'on passe le concours de la Fémis ? Lui, il repassait aussi pour la 2e fois, mais on n'avait pas passé la même année. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok. Et je réfléchissais. En fait, j'allais avoir 27 ans l'année d'après. Et 27 ans, c'est la date butoir pour rentrer dans cette école. Donc, en gros, il me restait une seule chance. Et c'était ok pour toi de recommencer les études encore une fois ? À ce moment-là, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, de toute façon, vu comme ça s'est passé la première fois, je vais pas trop mettre de pression là-dessus. Si j'arrive à passer les étapes du concours, ce sera du bonus. Mais entre-temps, j'avais vu que, de par mon master et aussi mon expérience à France Télévisions au service court-métrage, qu'il y avait plein d'autres voies pour écrire des films.
et les voir fabriquer que la Fémis. C'était quand même pas très... Enfin, on en voyait de temps en temps des projets issus d'anciens de la Fémis, mais c'était quand même pas du tout la majorité. Donc je me suis dit, il y a plein de façons de faire je pense que c'est comme les cours Florent pour les acteurs. C'est de moins en moins la seule façon d'être acteur. Oui, c'est ça. Mais finalement, autant je suis passée de la première fois où j'ai échoué, où pour moi c'était ça ou rien, à en fait, il y a plein d'autres possibilités. Donc ça m'a aussi permis de passer le concours, moi qui suis quand même d'une nature hyper stressée, de façon hyper chill. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, et puis hyper chill, enfin moi je suis plutôt du genre à envoyer le dossier le jour de l'ouverture des dossiers, et là j'ai attendu, je pense que c'était quelque part une sorte d'inconscient où j'étais pas complètement sûre de vouloir le repasser ce concours, j'ai attendu le dernier jour. Je pense que tu avais encore trop d'ego. C'est possible, ou en tout cas le fait de me dire, tant que je repasse pas, je saurais pas si je le rate encore une fois. Enfin, ouais. Et vraiment ça me ressemble pas tellement d'avoir attendu si tard. Vraiment, je crois que j'étais encore en balance. Puis aussi, je me suis dit, j'envisageais pas du tout le fait à ce moment-là que ça puisse marcher. Parce que ça aurait pu être se dire, ouais, mais est-ce que tu te engages vraiment dans 4 ans d'études alors que j'avais 26, j'allais sur mes 27. Bon, en tout cas, ouais, j'ai un peu freiné les cas de fer, mais en même temps, comme on était deux, donc je me suis un peu laissée entraîner dans cette aventure-là. Et j'ai passé à nouveau le premier tour. J'ai fait mon dossier d'enquête sur le thème du réseau. Et j'ai travaillé sur les espaces publics numériques. Donc, c'est des endroits où on donne accès à des ordinateurs, à des formations Internet, informatique, à des gens qui sont en fracture numérique, en fait. Donc, c'est trop marrant d'avoir pensé à ça. En tout cas, ça m'a fait découvrir plein de lieux. Mais c'est ça, en fait, je trouve que le concours... il est super bien fait. C'est-à-dire que ce dossier, ça nous pousse à aller déjà sur le terrain, un peu en mode enquête documentaire. Après, il y a des gens qui écrivent sur leur famille. Enfin, ça peut être des sujets très introspectifs, mais moi, j'ai plutôt été vers justement des endroits que je connaissais pas. Et je le trouve hyper bien, en fait. C'est qu'en fait, à la fin, on termine quand même avec un objet qu'on a fait soi, quoi. Et c'est donc je trouve qu'il est bien pensé pour ça. Et puis voilà, encore analyse filmique. Ce qui est plus, je précise tout de suite parce que c'est plus tout à fait la forme du concours aujourd'hui. Avec le Covid, ça a un peu changé. Mais voilà, donc et puis quelques semaines plus tard d'ailleurs, du coup j'ai su que j'avais le premier tour. J'étais là-bas, c'est bon, je prends ma revanche et tout. C'est toujours mieux que toi. Ouais, et je me suis dit c'est déjà ça en fait. Et en fait j'ai choisi d'aborder le concours de cette façon-là, de me dire petit à petit, je vise pas directement l'entrée, mais au moins je prends ces petites étapes comme des petites validations. Je pense que c'est un peu ce après quoi je cours d'une façon générale, d'être validée, de me sentir légitime. Donc voilà, et donc après le premier tour enchaîne sur le second, qui est là une épreuve de spécialité. Moi en scénario, c'était une écriture de synopsis sur table pendant 6 heures à partir d'un thème. Enfin, on avait 3 thèmes au choix. 6 heures. Ouais, 6h30 même. Je me souviens que j'ai jamais eu aussi mal à la main. J'ai plus du tout l'habitude d'écrire à la main. Ouais. Avec les ordis, les cours. Enfin, voilà, j'avais plus du tout cette habitude-là. Ou alors, vite fait, mais pas pendant 6h30 non-stop. Puis en plus, à la main, c'est l'enfer parce que tu peux pas revenir en arrière. Sauf qu'un scénario, t'as besoin de revenir en arrière 20 fois. Ouais, alors je pense que là, c'est aussi l'intérêt de ce genre d'épreuve. C'est qu'en fait, tu peux pas réfléchir. Enfin, tu peux pas trop réfléchir. Ouais, là, c'est pour voir le génie, par contre. En tout cas, c'est pour voir ce que t'as, j'imagine, à proposer un peu dans l'urgence. Et finalement, l'urgence, ça peut être aussi un allié parce que ça te permet, moi qui souvent tendance à me perdre dans des trucs un peu, à me faire des nœuds au cerveau et à pas avoir assez ce truc instinctif, là, ça te force à aller vers l'instinct. Et voilà, puis du coup, voilà, il y avait cette épreuve et je sais plus, peut-être une semaine plus tard, là, il y avait un oral. On tirait au sort un thème, encore une fois, une phrase. On avait 45 minutes, une demi-heure ou 45 minutes dans une salle pour écrire une histoire à partir de ce thème et après on devait la raconter devant un jury. Et en pareil 45 minutes. Donc là tu fais ton premier pitch en fait. C'est ça, en fait tu lis, en l'état moi ça a plutôt été de lire ce que j'avais, essayant quand même d'aborder eye contact avec les gens, mais bon, et c'est encore une fois, et pareil, c'est un peu le même type de truc, c'est tu peux pas
tergiverser en fait. Il faut que tu sortes un truc. Et des fois, je pense qu'au départ, on se dit tous qu'on n'y arrivera pas. Enfin, c'est trop... Même si j'avais essayé de m'entraîner, pas pour le pitch en 6 heures, mais juste d'aller dans les annales de la Fémis, parce qu'elles sont toutes publiées. Donc, on a tous les thèmes, voilà, par exemple, de cette épreuve qui sont de l'année d'avant, les années... Voilà. Donc, je prenais un thème et j'essayais de me faire des petites préparations en 45 minutes pour écrire une histoire. Mais je m'étais préparée comme ça, mais bon, avec le stress, on ne sait pas trop. Et finalement, je pense qu'il y a un truc qui est assez désinhibant ou qui est à double tranchant. C'est-à-dire, peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais pu complètement perdre mes moyens. Là, ça a été. Et ça s'est bien passé. Du coup, le deuxième tour, j'ai eu une réponse positive après. Donc là, je m'étais dit, cool, là, c'est une épreuve d'écriture et ils me disent oui. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, si ça va plus loin, je suis déjà un peu forte de ça, quoi. Et puis après, voilà, il y a eu l'oral final. Donc là, c'est un jury de 7 personnes qui nous testent. Le fameux oral de 45 minutes, c'est la même chose? Ou c'est encore un autre? Non, ça c'est le troisième tour, et c'est le grand oral. Le grand oral, du coup, avec 7 personnes, plus la présidente du jury, en l'occurrence, c'était Catherine Corsini. Et donc, c'est pour un oral de motivation. Et c'est le dernier tour. Et entre-temps, y a un écrémage qui se fait. Donc, petit à petit, je me disais, bon, ok, en fait... c'est sûr qu'on sait qu'à la fin, en scénario, par exemple, il en reste 6, qu'il y a à peu près, 450-500 personnes qui tentent dans cette section-là. Tu te dis, mais c'est énorme. Mais après, si tu ramènes à... En fait, il faut que je réussisse à, non pas battre une personne sur 10, mais tout d'un coup, c'est ramené à cette échelle. Quand j'étais dans le grand amphi, il y avait 1200 personnes ou 1300, parce que c'était quand même une année où il y avait beaucoup de candidats. Et je savais qu'ils en prenaient une centaine. Je me disais, bon, en fait... c'est le plus dur. Ouais, 100 sur 1300, tu te dis, tout d'un coup, c'est vertigineux. Si tu te dis 1 sur 10, 1 sur 13, tout d'un coup, c'est une autre échelle, mais tout d'un coup, ça semble un peu plus envisageable, quoi. Alors que ça change rien, mais c'est juste une façon de... Mais après, quand après coup, tu te dis, vous étiez 1300 et t'as été dans les 6 qu'ils ont gardés... Du coup, dans les 44, parce que moi, dans ma section, c'est 6, mais après, ils en gardent 6 en réal, 6 en son. Okay. Donc, en fait, ils en gardent 44 sur les 1300 de départ. Ok, donc c'est quand même plutôt flatteur quand oui, carrément. Non, mais mais mon grand oral, c'est pas très... Enfin, c'est pas que c'est... Je sais pas si ça s'est pas très bien passé, mais en tout cas, je l'ai pas bien vécu. Je pense que j'étais tétanisée. Qu'il y a d'un coup cette personne qui te parle, tu dis mince, on te ressort des trucs qui étaient dans ta candidature initiale, c'était même pas ton dossier d'enquête, c'est genre des trucs sur tes hobbies que tu avais renseignés en décembre, que tu as oublié. C'est comme un mauvais entretien d'embauche. Ouais, mais moi j'avais mis que à ce moment-là, j'avais retrouvé un vieil appareil photo argentique, j'avais fait 2-3 photos et j'avais mis dans mes hobbies photographie argentique, ce qui était un peu voilà, peut-être que je m'imaginais que ça allait devenir un hobby, mais en l'état, j'ai jamais refait trop de photos derrière. Et on m'avait posé la question de quel est le parallèle pour vous entre la photographie argentique et le scénario? Donc il fallait broder une réponse et donc t'as l'impression d'être très challengé et du coup de pas trop savoir c'était pas trop de signes. Enfin vraiment, moi en sortant de cet entretien, je pensais vraiment que c'était mort. J'avais appelé mes parents en larmes en disant non, en fait je pense que c'est pas ça, pas l'avoir fait du tout. Et je suis peut-être pas la fille la plus positive du monde, mais en tout cas, je suis pas à surdramatiser une situation. Par exemple, à dire ouais, je pense que je vais avoir 10 alors que je savais que j'allais avoir 18. Non, c'est plutôt là, vraiment, je l'avais vécu difficilement. Heureusement, l'attente n'a pas duré trop longtemps parce que le lendemain, j'étais à France Télé. À ce moment-là, j'étais retournée à France Télé pour travailler au service de planification. Et je savais que les résultats allaient tomber à 18h et je ne voulais pas être là-bas pendant que ça allait tomber, parce que je me suis dit, si je l'ai pas, je vais fondre en larmes. Mais en plus, France Télé, c'est de grands open space, tout le monde se connaît. Ouais, à l'époque, c'était un petit peu, c'était moins des open space, mais oui, dans mon service, en tout cas, c'était ça. Et je voulais pas du tout m'effondrer là-bas. Ouais. Donc j'ai pris le tram et du coup, je l'ai appris dans le tram que je l'avais. Et là, c'était, j'y croyais pas. Enfin, j'ai fait des captures écran de la liste parce que c'était publié sur Internet pour être sûre, pour me dire si au pire ils disent mais non, en fait, on s'est trompé, j'ai une preuve. Et vraiment, j'y croyais pas.
Je sais que je pense que ma mère rigolera en écoutant le podcast, mais elle était à côté de moi le jour où j'ai su que j'avais Sciences Po. Et elle me félicitait. Et moi, j'arrêtais pas de me déconnecter, remettre les codes, déconnecter, remettre les codes, parce que je disais, c'est pas possible, je l'avais raté ce concours. Ouais. Ben non, mais c'est complètement. Ça, c'est ce truc irréel. Ils se sont trompés. Ils m'ont mis à la mauvaise ligne. Ouais. Je comprends totalement. Et ton ami, à ce moment-là, il a le concours? Non. Non, lui, il s'est arrêté au 2e tour. Il est passé en production, lui. Ok. Du coup, on n'était pas à se faire concurrence sur... Ça va, c'est déjà plus facile. Je pense qu'on aurait probablement... Enfin, on avait ça en tête, mais non. Et puis, il a été d'un soutien sans faille dans cette dernière étape. Du coup, alors que lui était déçu, forcément, de ne pas l'avoir. Mais bon, voilà, du coup, donc c'était reparti pour 4 ans après. Ah ouais. Donc, et là, tu te dis, mais quand je vais sortir, j'aurai un job stable, ou t'avais quand même conscience de ce qui allait se passer après? De toute façon, petit à petit, j'arrivais un petit peu plus à voir à quoi ressemblait le métier de scénariste et tout. Je me disais, c'est une bonne validation et que je questionnerais plus ma légitimité, en tout cas en sortant de l'école. Du coup, je m'étais dit que ce serait plus facile. Sans doute, par plein d'aspects. Ma légitimité, je pense que c'est un problème qui est un peu plus profond qu'un tampon sur un CV. Mais au moins, ça m'a permis de vérifier ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, non, en fait, c'est probablement quelque chose après lequel la légitimité, la validation, un truc après lequel je risque de courir à un certain moment. Et puis on y revient toujours, je pense que c'est jamais acquis. Oui, c'est ça. Mais qu'en tout cas, je me disais que je gagnerais ça juste en faisant la fémis, mais non. Enfin, voilà. Mais d'un côté, c'est bien de le savoir. C'est pas... maintenant, je peux arrêter d'essayer de chercher par les études des choses qui me donnent l'impression d'être à ma place. C'est plus un truc personnel, du coup, qu'il faut que je travaille. Puis c'est pas 4 années perdues non plus. Enfin, par contre, t'as charbonné et t'as appris, quoi. Oui. Non, mais c'était 4 années qui sont passées vraiment à la vitesse de l'éclair. On a eu le confinement en plein milieu aussi. Génial. Du coup, c'était... puis nous, en section scénario, on était plus que jamais au travail, en fait. C'est que nous, on a besoin d'un ordi pour continuer notre formation. Forcément, les étudiants qui étaient en images, en son, étaient un peu plus pénalisés parce qu'ils n'avaient pas accès à leur matériel. Ouais. Ils ont trouvé plein de solutions pour continuer à travailler et tout. Donc, mais nous, on a c'était assez intense. Mais sinon, oui, on a eu un apprentissage assez fou pendant 4 ans à faire que ça. Tout le temps. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que je pense que quand tu connais pas le scénario, tu te dis mais comment ça peut t'occuper 35 heures par semaine pendant 4 ans? Et en fait... Bah oui, mais là c'est vrai qu'en y pensant, je me dis oui, mais comment en fait? mais en fait, globalement par année, on avait beaucoup de modules d'écriture, des fois thématiques, des fois de courts-métrages. En première année, on réalisait tous un court-métrage et on passait à tous les postes, en fait. C'était une sorte de tronc commun avant de se spécialiser. Donc, techniquement, il n'y a que 3 ans où j'ai vraiment fait que du scénario. Et après, chaque année était rythmée par l'écriture d'un long-métrage par an sur 3 mois. Et le reste de l'année, c'était des ateliers, des modules d'écriture de séries, d'écriture de scènes, de films de genre, donc de coécriture avec les étudiants en réalisation. Donc c'est passé assez vite. Il fallait beaucoup produire aussi. On n'avait pas trop le temps. En même temps, on n'avait pas trop le temps de réfléchir parce qu'il fallait aller vite et en même temps assez le temps pour se faire des nœuds au cerveau quand même. Donc toujours. Ouais. Non, c'est vrai que je pense que ça nous apprend à être. Moi, ça m'a appris à être assez exigeante avec mes histoires, mais parfois, et je me rends compte un peu après, trop. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas l'être moins, mais c'est juste que des fois, je pense que j'intellectualise au lieu d'essayer de suivre quelque chose. Comme si j'avais envie d'abord d'être sûre que tous les ingrédients allaient être bons avant de me lancer. Et ça, c'est des trucs que j'avais pas trop avant la fémis. Du coup, j'essaye petit à petit de retrouver une sorte de cuisine interne qui mélange à la fois plus que j'avais avant et en même temps... Voilà. Le savoir-faire, forcément. Ouais. C'est quand même pas une école où on a des cours théoriques. On n'a aucun cours théorique. On apprend à partir de ce qu'on propose.
Donc on amène un projet et ensuite les intervenants, parce que c'est pareil, il n'y a pas de prof, c'est que des intervenants, viennent discuter, réfléchir des grandes, comment dire, un peu règles, mais encore grandes règles de scénario, mais à partir de ce qu'on me proposait. On n'a jamais trop eu de cours de dramaturgie ou des choses comme ça. Donc au moins, ça donnait l'impression que tout était un peu possible. Tous les genres étaient possibles, les formes aussi, mais qu'il y avait quand même deux, trois règles. Voilà. Puis c'est hyper professionnalisant. Oui, c'est hyper pratique, en fait. Donc ouais, non, franchement, c'était 4 années dont je mesure vraiment l'apport, mais dont je me réveille tout juste maintenant, parce que c'était aussi très, très intense. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est quoi ta vie de scénariste? Alors, ma vie de scénariste, c'est... Oula Ma vie de scénariste, c'est de travailler sur pas mal de projets, beaucoup en coécriture. J'ai ressenti quand même l'envie, après l'école, de ne pas écrire seule. Que ce soit d'accompagner des réalisateurs sur leurs projets ou moi-même de m'entourer sur des projets plus personnels. Donc, beaucoup de coécriture, de courts-métrages principalement. Un projet de série qu'on a avec des camarades de la FEMIS qu'on avait développé en 3e année et qu'on est en train de faire avancer en ce moment, et puis mon film de fin d'études là, qui est un long métrage que j'ai présenté à l'avance, non pas à l'avance, pas déjà, à l'aide de l'écriture du CNC en février. J'ai passé le premier tour, mais pas le second. Donc, mais c'est déjà énorme. C'est déjà bien. Mais je pense que c'est un projet qui a été sur lequel j'ai passé 1 an et demi, qui a été un peu douloureux, parce que je pense que ça c'était aussi un moment de la féminisme où j'étais très fatiguée, et un projet aussi qui m'a beaucoup résisté, si on peut dire ça comme ça, où j'ai eu du mal pour le coup, j'ai eu du mal à embarquer les gens avec moi dessus. Mes directeurs, convaincre en fait avec ma proposition. Donc travailler dessus, c'est encore un peu le souvenir de ces périodes pas évidentes. Donc je l'ai laissé de côté depuis quelques mois maintenant. J'ai petit à petit envie d'y revenir, donc c'est plutôt bien, mais pas en me forçant, parce que c'est vrai que là, je pense que je suis sortie un peu épuisée de l'école, et j'avais besoin surtout maintenant de travailler sur des projets qui étaient plus qui étaient plus axés sur le plaisir en fait d'écrire, et ça passait pas mal par le fait de travailler avec les autres, et voilà. Mais je pense que ça, ce rapport aussi à l'écriture, de comment j'ai beaucoup travaillé longtemps, je me dis en fait il fallait que je travaille tous les jours, même le week-end. La FEMIS requiert un peu qu'on travaille tous les week-ends aussi. Donc c'est quand même les grandes écoles de manière générale. C'est ça. Du coup, en fait, c'est quand même 4 ans. Je travaillais le samedi dans une boutique pendant l'école. Du coup, en fait, j'avais pas vraiment de week-end, donc j'étais quand même assez fatiguée. Mais je me culpabilisais beaucoup des jours où je travaillais pas. Et puis je me suis dit, au bout d'un moment, faut pas chercher aussi, hein. Si je suis fatiguée, si je pense qu'à ça, c'est aussi parce que je me permets pas de faire autre chose. Et c'est vrai que pendant ma 3e année, j'ai un peu hésité un moment à partir. Juste à partir de l'école, parce que je me sentais pas bien du tout. Mais je comprends. Ouais. Mais je pense que, et c'est le moment, j'en parlais tout à l'heure, de me dire, j'ai longtemps pensé au fait que c'était absolument ce que je voulais faire, mais je pensais pas au pourquoi. En fait, c'est ce moment, en 3e année, à la FEMIS, à l'endroit où je voulais être depuis que j'avais 14 ans, où je me dis, mais là, je me pose la question de me dire, mais en fait, pourquoi je veux faire ça ? J'ai l'impression de beaucoup lisser de plumes, donc je suis pas, je travaille pas comme j'aimerais. Ça ressemble pas à ce que... Il n'y a pas beaucoup de plaisir, quoi. Et en fait, je pense que c'était très bien que j'en arrive à ces questionnements-là, parce que ça m'a fait remettre beaucoup de choses à plat. Et je pense que je me mettais beaucoup de pression aussi à travailler, alors que vraiment, j'en étais incapable, avec des migraines, des trucs comme ça. Je me dis, mais non, il faut travailler. Et je me suis dit, ça m'a un peu fait me dire, non, en fait, il faut des pauses. Si tu travailles en te forçant, alors que tu sais que ça va rien donner, tu vas faire de la merde. Et donc le lendemain, tu vas réattaquer en te disant, mais j'ai fait de la merde, donc ça donne pas du tout envie de s'y remettre. Et tu rentres dans une spirale un peu négative.
dans lesquelles je me suis peut-être complaît à un moment, hein, mais et là je me suis dit non, il faut revoir un peu cette organisation. Pendant l'école, c'était pas évident parce que quand même on avait des délais à respecter qui étaient un peu difficiles et tout. Mais depuis que je suis sortie, j'essaye d'être un peu plus à l'écoute de ça. Parce qu'on a quand même l'image d'un métier passion qu'on fait, vraiment presque toujours avec plaisir. Mais non, c'est quand même, il y a quand même de la discipline. Ouais. Il y a quand même plein d'aspects négatifs parce que c'est un boulot qui est assez solitaire par ailleurs. Quand on n'a pas encore associé de production à nos projets, on travaille un peu dans le vide en sachant jamais si ça va vraiment aboutir. On en parlait avec un de mes amis, on est quand même un peu dans le cinéma, une des seules professions qui n'est pas du tout assurée de voir le produit fini. Bien quand sûr. on est monteur, quand on est preneur de son, quand on est acteur, peu importe la qualité du film, normalement, il va y avoir une trace. A priori, il sortira. Voilà. Alors que nous, on travaille sur des purs prototypes. On dit que le cinéma, c'est une industrie prototype, mais nous, c'est des prototypes de prototypes encore. Donc, ouais, sur 10 scénarios que tu vas développer, il y en a peut-être 2 qui vont être financés, quoi. Au début, en tout cas. Ouais, je sais plus, c'est Tarantino qui dit que lui, il travaille toujours sur 10 projets à la fois, en se disant qu'il y en a un qui se fera. Ouais, mais je pense. Pas assez de ressources en ce moment pour avoir 10 scénarios sous le coude, mais je comprends l'idée. Et en fait, il faut admettre ça. Et finalement, une fois qu'on admet ça, ça permet aussi pas à se dire j'attends d'avoir l'idée pour écrire. Il faut suivre un peu son instinct, et même si ça donne pas, même si une idée donne pas quelque chose de dingue, elle va peut-être amener une autre idée qui va donner un truc mieux. Donc en fait, faut. Mais encore une fois, c'est pas parce que je pense que ce truc de métier passion, c'est un piège. À la fois, on est quand même hyper favorisé de pouvoir faire ce genre de travail. Mais par contre, je pense que ça c'est pas la porte ouverte à tout non plus. Et que des fois, on peut y laisser un peu de sa santé mentale ou de se négliger parce qu'en se disant j'ai de la chance en fait de faire ça, donc je peux pas me plaindre. Et quand je me plaignais de la FEMIS, des fois j'étais pas à l'aise à le faire parce que je me suis dit c'est une école, une super école, donc je peux pas me plaindre de ça, je peux pas me plaindre du fait que ce soit trop dur. Et puis finalement quand j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte qu'on me regardait pas trop mal en me disant, on me déniait pas ce droit-là. Puis je sais pas, moi je sais pas si t'as ressenti ça. Mais moi, je le vois vraiment en sortant de l'école de prod et tout ça, où en fait, tous les intervenants te disent « Non, mais c'est un métier passion, moi, j'ai jamais compté mes heures, moi, j'ai jamais regardé mes contrats, je faisais ci, et puis je faisais le café sur les tournages. » Et en fait, comme si c'était absolument la seule façon de réussir et qu'il fallait surtout jamais se plaindre. Et en fait, des fois, t'es juste fatigué. C'est vrai, surtout que... les contrats moi, en tout cas, ceux que j'ai signés pour l'instant... c'est clairement pas des contrats horaires. On est payé au projet, en tout cas avec des échéances rendues de certaines versions. Mais qu'on mette 3 heures, écrire une version de court-métrage ou qu'on mette 3 mois, on sera payé pareil. Ouais. Donc il y a un cadre financier qui est assez précaire, déjà dans le scénario. Donc c'est de fait, on doit beaucoup travailler pour ce qu'on est payé au début. Si on ramène un taux horaire, les droits d'auteur qu'on touche, c'est rien du tout. Dasson dit le scénario est le parent pauvre du cinéma. Je pense que c'est quand même, justement, comme on est un peu, on va dire, payé au forfait, forfait étant le projet, on ne sait pas combien de versions on va écrire, il y a beaucoup d'allers-retours, même sur des courts-métrages. Là, je travaille sur un court-métrage en coécriture, donc avec une réalisatrice. On a écrit, sachant que le projet existait avant que j'arrive dessus, 8, 9, 10 versions de continuité dialoguée, après 8 versions de séquencier, et c'est qu'un court-métrage, donc, mais c'est quand même de l'énergie. J'y passe pas 8 heures par jour, mais malgré tout, c'est jamais du temps plein. Mais c'est en taux horaire, je pense. Je ne saurais pas dire combien j'ai été payée, mais c'est pas grand-chose. Et donc ça contribue au fait. C'est-à-dire que c'est presque, on est encore dans la passion, parce qu'on ne peut pas en vivre encore de ça. Donc en fait, c'est presque une petite gratification, mais ça suffit pas. Oui, t'es obligé à côté, du coup, de faire un job alimentaire. Oui, dans mon cas en tout cas, et puis on est quand même nombreux de toute façon à ce stade-là de nos carrières à devoir aussi avoir un job d'appoint.
je pense que c'est une contrainte. Parce que forcément, tous les jours que tu passes à travailler pour telle ou telle entreprise, tu les passes pas sur tes projets. Mais moi, je vais décider d'essayer d'intégrer ça justement dans ma philosophie de ne pas être H24 la tête dans le scénario, parce que c'est difficile quand on tombe sur un os d'arrêter d'y penser. Et le fait d'être dans un autre cadre professionnel, moi, ça me permet de couper aussi, donc, et de revenir à mes projets quand le week-end ou les semaines où je travaille pas. De façon avec un petit peu plus de recul. Donc, puis rien que le fait d'avoir un cadre de travail, des collègues, moi, ça, pour l'instant, je dis pas que je ferai ça toute ma vie, hein, mais ça participe aussi d'une sorte d'équilibre. Donc, moi, ça me va. Puis je pense que les conversations d'un bureau, le mode de fonctionnement d'un bureau, ça nourrit aussi ton écriture. Ça dépend, c'est sur quoi on travaille, mais ouais, c'est sûr. C'est sûr que, on nous avait parlé je le fais pas au travail, mais d'un exercice. On avait eu un petit regret de ma scolarité à la FEMIS. En 3e année, pendant le Covid, on était censé partir à New York pendant 5 semaines à Columbia pour suivre des cours d'écriture à Columbia. Je suis allée visiter cette fac, elle est incroyable. Je l'ai vu en Zoom. C'était super. Et en plus, mais non, c'était après le confinement. Enfin, en tout cas, le confinement a fait qu'on n'a pas pu partir. Et c'était au moment où il y avait le couvre-feu. Et je me souviens que, du coup, avec le décalage horaire, on avait nos cours de 18h à 20h. Et c'était le moment où les bars rouvraient, mais fermaient à 20h. Oh non. Du coup, on était confinés, nous, derrière nos ordis, avec les gens qui commençaient à revivre dehors. Et nous, mais bon. Mais en tout cas, je me souviens que la prof, et c'est une pédagogie assez différente pour le coup, qui est moins dure, un peu plus dans la valorisation quand même des étudiants. Et elle nous avait fait un exercice qui s'appelait Fly on the Wall, qui était d'écouter une conversation et de la retranscrire. Mais vraiment sans intervenir, mais juste nous inviter à être très attentifs à notre environnement. Et finalement, voilà, que ce soit dans le cadre du travail ou un peu partout, je pense que c'est bien d'être attentif à ça. Et c'est vrai qu'après, de considérer que le cadre de ton job alimentaire ou job d'appoint, enfin on l'appelle comme on veut, c'est aussi une source d'inspiration, dans ce cas, c'est chouette. Moi, je le vois comme une sorte de coupure, et puis quelque chose de très concret. Ouais. Où, comme je disais, l'écriture, c'est abstrait d'une certaine façon, mais c'est aussi abstrait parce qu'on ne sait pas si ça va donner quelque chose de concret, pour le coup. Est-ce que ça va aboutir en un film ? Ça suffit même pas de trouver un prod, parce qu'il faut après réussir à convaincre les guichets de financement. Et il y a des films qui sont accompagnés, mais qui ne voient jamais le jour parce qu'ils ne sont pas financés. Donc, c'est quand même un endroit, pour quelqu'un qui n'a pas une confiance énorme en elle, où tu dois être choisi tout le temps. Ouais. Parce qu'être pour expliquer au moldu, c'est genre le producteur va pouvoir être intéressé par ton film, mais le producteur en France ne finance pas lui-même le film. C'est ça. Et du coup, il doit trouver des financements soit publics, soit privés. Mais donc en fait, un producteur peut croire dur comme fer au projet. S'il trouve pas le financement, il ne mettra quasiment aucun fonds personnel, ou en tout cas jamais suffisamment pour financer un film tout seul. Pas sans doute au budget prévu initialement. Après, on peut faire des films avec pas beaucoup, on en parlait tout à l'heure, mais le circuit de financement classique d'un projet, quand un producteur accompagne un court-métrage, ça va être d'aller chercher des financements auprès du CNC, chercher du financement auprès des régions dans lesquelles le film serait tourné, chercher des sous auprès des chaînes. Il y a plein d'autres guichets, mais globalement, et puis les temps de... C'est assez long, le temps de financement. Il y a plusieurs mois qui se passent entre le dépôt et la réponse. Souvent, c'est en plusieurs tours. Donc, c'est quand même un endroit où on est en concours tout le temps. Clairement. Donc, en fait, t'as une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête, quoi. Ouais, et après, quand on a la chance que le film soit fait, il y a les festivals, parce que le lieu de vie des courts-métrages, c'est les festivals. Et certains festivals sont mieux cotés que d'autres. Et des sélections festivals de ton court-métrage dépendent aussi le financement du second ou le financement d'un long-métrage. Donc, il y a quand même pas mal de calculs, mais c'est comme les prix littéraires, voilà, enfin, il y a plein de... Mais ouais, des fois, je me dis, mince, c'est quand même... c'est plus simple aussi, c'est pas les mêmes enjeux, mais d'écrire dans sa chambre, quoi. Ça te paye pas, mais... quelque part, tu t'es pas dans cette industrie énorme.
Et en même temps, bon, si on fait du cinéma, c'est aussi, c'est une contrepartie. Mais la machine est effrayante. Ouais. La machine est un peu effrayante. Bon, moi, je suis tout juste au seuil de cette machine là, que je regarde un peu d'en bas. Mais bon, après, encore une fois, quand les trucs sont lancés, plus on a fait de choses, plus c'est facile d'en faire, normalement. S'il n'y a pas d'échec cuisant. Et puis ça dépend aussi des budgets des films. Hein. Plus on fait un film cher et plus il se plante, plus c'est probablement dur d'en refaire un derrière. Hein. Donc, et puis il y a peut-être encore. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être encore cette question de quand tu présentes un film en tant que femme, t'as pas droit à l'erreur. Dans le court-métrage, je pense que... Moi, j'ai pas de stats, mais dans le court-métrage, je pense que c'est un peu plus paritaire. Peut-être que je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, hein, mais par contre, ouais, plus on monte en budget, moins on voit de femmes. Alors, après, est-ce que c'est de l'autocensure aussi ? De femmes qui se disent clairement, on peut pas avoir accès à des énormes budgets. Ouais. C'est pour ça que je trouve que l'exemple récent de Greta Gerwig, qu'on apprécie Barbie ou qu'on apprécie son travail ou pas, c'est quand même un signal. Une femme qui réussit à ce qu'on lui accorde un budget de 100 millions de dollars. Et qui se semble légitime à porter un projet à 100 millions de dollars. Complètement. Et un film de studio, il n'y a pas beaucoup de réalisatrices de studio. Donc, je trouve que c'est des signaux qui sont assez forts. On n'a pas trop d'exemples comme ça. Bon, après, aussi, on ne fait pas trop de films comme ça non plus en France. Mais mais même, on n'a pas beaucoup de... Si tu regardes ce qui marche en France, c'est quand même rarement réalisé par des femmes. J'ai l'impression que les choses ont déjà bougé. Hein. Moi, j'ai écrit mon mémoire sur le féminisme 70 au cinéma, dans le cinéma, mais ça s'intéressait pas mal aux femmes réalisatrices, qui étaient quand même assez rares à l'époque, donc il y en a de plus en plus, heureusement. Mais à la Fémis, par exemple, on a une parité totale par promo. Qui est voulu. Okay. Qui est voulu, mais il peut y avoir, par exemple, 4 filles en scénario et 2 garçons, et en réalisation, 4 garçons et 2 filles. Enfin, ça s'équilibre sur l'ensemble de la promotion. Mais le fait est qu'après, dans les films financés, je crois qu'on n'est on est encore un peu loin de cette parité-là. Tout à l'heure, tu disais que justement, tu avais longuement réfléchi à pourquoi tu avais envie de faire ça. T'as répondu, du coup, à cette question ? Je pense que c'est encore en cours. Je pense qu'il y a quand même ce truc assez magique pour moi et très proche de l'enfance en fait, de l'écriture, mais du cinéma en particulier. C'est-à-dire qu'on part d'une idée, si tout se passe bien, on l'écrit, du coup on crée un monde un peu, et puis il se transpose. D'un coup il devient réel. Enfin, il y a quand même ce truc qui est fou. Ouais, c'est fou. En fait, quand j'y pense, moi, en revenant un peu à ça, un truc tout bête, vraiment, mais en même temps un peu essentiel, hein, c'est ce truc un peu magique on a quand même des métiers où on crée des mondes, on crée des gens. C'est fou, dit comme ça. C'est dingue. Et puis je pense aussi que le cinéma, c'est un art qui est tellement... qui est beaucoup plus accessible, qui est plus populaire aussi. Tous les films ne sont pas populaires du tout, mais il y a quand même une sorte de facilité d'accès à ça. Les films font peut-être moins peur que les livres, pour certains. Encore une fois, pas tous les films. Il y a des films qui continuent de me faire peur. Hein. J'ai jamais vu un film de Tarkovsky. Mais il y a un truc quand même où on peut toucher assez largement. Et je pense que c'est assez essentiel, les films, dans la construction des imaginaires, dans la représentation, justement. On parlait des femmes, mais comment les films ont aussi proposé des modèles, quoi. Des modèles variés et qui, derrière... laisse s'entendre que c'est possible en fait d'avoir des personnages féminins indépendants, d'avoir des personnages féminins forts ou pas, parce que mais on a une variété de propositions qu'on peut faire, moi que je trouve, c'est comme faire jouer des Playmobil, hein. C'est assez ludique, et je pense qu'il faut préserver ça quand même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser des vraies questions, il ne faut pas se poser des bonnes questions et se satisfaire d'un projet bancal. Mais c'est juste, je pense qu'il faut garder ce rapport-là amusant aussi.
à l'écriture. Enfin, il faut se rappeler qu'on est en train de jouer quelque part. Et ça, je sais pas si c'est vraiment la réponse au pourquoi, mais en tout cas, je sais qu'en envisageant ma vie, je pourrais envisager ma vie sans scénario. Je pense que je pourrais pas envisager ma vie sans écrire. Ou alors je pourrais envisager ma vie en écrivant des scénarios de films que je tournerais pour moi. Je peux envisager ma vie sans la visibilité du cinéma, en fait. Et sans vivre de ça. Et sans vivre de ça. Je pense que je pourrais pas envisager d'abandonner l'écriture. C'est un peu ça qui m'avait fait réfléchir. Je me disais, mais si l'écriture, à ce moment-là, ma vie était un peu une souffrance, je me suis dit, dans ce cas, il faut arrêter. Mais finalement, tout ce que je dis, ça rejoint ce que j'essaye de mettre en place, d'essayer de me créer des cadres dans lesquels j'essaye de préserver ça, ou de créer ça, en tout cas, un cadre qui me soit profitable. Je suis pas du genre à bien écrire dans la souffrance, dans la douleur. Je suis pas une poète maudite, clairement. J'ai plutôt besoin d'être confortable, de me sentir... L'écriture, c'est une zone d'insécurité, vraiment, pendant un moment, tout est flou, tout est fragile. Mais du coup, moi j'ai besoin, je crois, d'avoir un cadre autour qui soit un peu plus sécurisant pour me permettre cette insécurité. Mais moi, ça me va très bien, en fait. Et je pense que le fait d'avoir un peu arrêté avec cette idée de se flageller quand j'arrive pas à produire et de me faire plus confiance, ça... J'en vois pas, je commence à en voir les effets, mais c'est pas une recette miracle, mais juste, je pense que chacun a un rapport très différent à ça. Et quand on voit aussi ses camarades ou d'autres gens qui disent, mais moi, en fait, de l'extérieur, tout a l'air facile pour eux. De l'extérieur, on a l'impression qu'ils bossent sur 14 projets à la fois et se dire, mais comment ils font ? Je pense qu'arrêter de se comparer aussi... Complètement. C'est pour tout, pour tous les aspects de nos vies, mais là, à cette échelle-là, c'est libérateur, parce que de toute façon, on n'écrit pas les mêmes histoires, de toute façon, on n'a pas les mêmes imaginaires, on ne travaille pas de la même façon. La méthode que l'un applique, en fait, elle serait désastreuse pour soi, et inversement. Donc, en fait, c'est pas parce qu'elle marche pour eux à un moment donné qu'ils font pas un burn-out 5 ans après aussi. Ouais, c'est ça. Vraiment, je pense que c'est un cadre qu'on doit se créer soi, et c'est un cadre qui peut être mouvant aussi, au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure de plein de critères. Un moment, on va trouver un café dans lequel on est super bien, puis un moment, on va se sentir super mal, et donc on va changer. Et moi, j'écris presque que dehors, mais je pense que c'était aussi pour pas ramener trop mes histoires chez moi, pour pouvoir créer une séparation, parce que après ça reste, ça, mais au moins d'avoir un cadre de travail. Donc c'était un peu c'est un peu radical, non, je sais pas, il y a plein de gens qui écrivent dans les cafés, mais pour moi ça avait cette vertu là, en tout cas. Oui, parce qu'en fait t'as pas de bureau, donc en fait t'es obligé de choisir où est ton bureau. Sinon c'est aussi ta cuisine et ta douche. Ah bah oui, non, mais ça je sais plus, c'est le scénariste de Social Network, Aaron Sorkin, qui disait que lui, quand il galère sur ses scénarios, il va prendre des douches. Et des fois, il en prend 8 par jour. Donc ça veut dire qu'il galère aussi, parfois, souvent. Donc chacun sa façon pour se dire, bon, là, c'est bon, j'arrête. En fait, je retravaillerai demain parce que là, je bute. Ou de faire autre chose. De se dire de se faire confiance aussi sur on bute jamais sempiternellement sur un même truc. Des fois, c'est juste qu'on a trop le nez dedans, ou qu'on n'a pas le bon angle, ou qu'on n'a pas pensé au truc qui va permettre de débloquer. Donc, se faire confiance, mais c'est pas facile, moi, je trouve, de se faire confiance, parce que dit, voilà, c'est peut-être en travaillant que je vais trouver, mais des fois, c'est juste en arrêtant de travailler qu'on trouve aussi. Donc, complètement. C'est ce que Hugo Travers, qui a créé Hugo Décrypte, disait. Il disait, que lui, souvent, ses meilleures idées, elles viennent quand il joue à FIFA, parce que c'est le moment où il les cherche pas. Oui. Mais en même temps, se forcer à chercher une idée, notamment au début des processus un peu d'écriture et tout, pour moi, ça n'a jamais trop marché. Ou alors, on s'embourbe dans un truc, et puis... je dis pas que c'est inutile, mais c'est juste que... Après, je crois pas... c'est pas que je crois pas à l'idée, et c'est peut-être un peu ce qu'on met des fois derrière l'idée qui tombe un peu du ciel. C'est juste des moments où... Après, peut-être, c'est fait des nœuds au cerveau, on laisse son cerveau au repos et on lui laisse la possibilité de faire le tri. Donc, parce que là, ton cerveau, il sait faire.
Oui. T'es généralement pas obligé de le forcer. Ouais. Alors oui, tu peux pas te dire toujours j'attends que l'envie me vienne parce que sinon tu ferais pas grand chose, mais par contre, je pense qu'il faut aussi un peu se faire confiance à son corps. Et ça marche pas que pour les sportifs. Ah oui, non, carrément. Et puis après, je pense qu'il y a quand même une forme de discipline qu'on peut avoir, mais c'est de la discipline sur l'écriture. Ça peut être aussi, j'écris un petit peu tous les jours, mais sans me dire qu'il faut forcément que ce soit productif. Faut forcément sans forcément se dire qu'il faut que ça serve à quelque chose. Ça peut être un peu... des fois, je fais ça pour essayer de me débloquer. Ça marche pas trop, mais en tout cas, j'aime bien le faire. C'est prendre des thèmes, me donner une demi-heure, puis j'écris un truc. Et j'ai jamais trouvé une idée comme ça en me disant « Ah, c'est génial » et tout. Mais au moins... Voilà, ça te permet de faire des trucs qui te prennent pas la tête, quoi. Ouais, puis de décharger aussi l'acte d'écrire. En disant, moi, je pense pas qu'il faille écrire que quand on est sûr. Mais des fois, c'est un peu une pente quand on professionnalise ça, de se dire qu'il faut que potentiellement ce soit quelque chose qui puisse donner quelque chose de sérieux. C'est clair. Alors que, bon, je pense que c'est faut que ça reste un exercice ludique, et faut se tromper aussi, et puis faire des choses qui finissent à la poubelle, ou qui serviront à trouver une autre idée, ou qui serviront dans un tiroir, mais peu importe en fait. Donc, il y a une question avec laquelle je conclue toujours, c'est si toi aujourd'hui tu pouvais parler à l'Emmanuel qui fait un film avec son frère et son lapin, et qui se dit « Ah, je crois que j'aime bien faire ça », tu te dirais quoi? J'avais pensé déjà à ce que, me checker, moi, mon mois de 15 ans, là, quand je trouvais le flyer de la Fémis, mais je lui dirais, oublie pas de t'amuser, en fait. Parce que c'est ça, en fait, c'est ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est qu'on s'amusait avant tout. Et que je pense qu'il y a pas mal de fois où j'ai oublié de m'amuser. Ouais. Et voilà. Oui, c'est sûr. Et il faut le retrouver, ça. Ouais, je pense que c'est... moi, il y a un livre que je relis assez souvent, c'est Le Petit Prince. Et, j'adore. Et moi, une magnette juste devant toi. Mais moi, je trouve ce bouquin complètement fascinant parce que, en fait, c'est ça dont ça parle, en fait. C'est de pas devenir trop adulte, de pas devenir trop sérieux. Mais en même temps, la façon dont on portraitise le sérieux, c'est quand même des gens qui s'ennuient derrière des bureaux et qui n'ont pas l'air très vivants. Donc, je pense qu'il faut pas perdre ça. Il faut pas perdre cet amusement-là. Et ça, c'est le scénario, mais c'est partout. Je souhaite vraiment que les gens n'oublient pas de s'amuser, en fait, comme ils s'amusaient enfants. Ça n'empêche pas d'être mature, ça n'empêche pas d'être responsable, mais c'est triste sinon. Du coup... C'est la phrase de Walt Disney, celui qui perd jamais son âme d'enfant ne vieillit jamais. Eh ben, ouais, mais je pense que parfois les Disney disent des choses très vraies. Mais non, mais voilà, et que peu importe, hein, on peut se rendre compte qu'à un moment on a oublié de s'amuser, mais c'est jamais trop tard pour recommencer en fait. Et c'est jamais trop tard pour ajuster des choses dans sa vie, pour se dire non, en fait, c'est important, et pour le faire. Donc voilà. Très chouette. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!